Bonjour à toutes et à tous. Dans cet épisode un peu particulier et pas spécialement adapté aux enfants, nous allons tâcher de faire le tour de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe et la bouche sans jamais oser le demander. C'est parti! Commençons par le début, le tout début. La bouche est un organe sexuel. Un organe sensuel, érotique, l'organe de nombreuses autres fonctions, mais aussi un organe sexuel. Pour dire oui, pour stimuler le désir, pour prendre du plaisir ou en donner. Et c'est sous cet angle qu'aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons observer notre bouche. Dès la naissance, la bouche et en particulier les lèvres sont les marques de l'affection que le parent porte à l'enfant qu'il rencontre. Ce sera une première occasion de transmettre des germes, des bactéries qui stimuleront le système immunitaire du nouveau-né. Puis les baisers vont se poursuivre, cette fois avec la réciprocité de l'enfant vers le parent. Marque d'affection, mais surtout reproduction des gestes appris par les adultes, avant d'expérimenter les baisers avec les autres enfants, d'abord comme un jeu et une découverte de son propre corps, puis avec l'adolescence comme un premier geste érotique relationnel. Si le baiser va d'abord concerner les lèvres uniquement, sa place érotique va s'accentuer avec l'introduction de la langue et la baignade dans la salive. Tourne pas toujours ta langue dans le même sens. Mais attends, mais c'est mon style de roulage de pelle. Échange d'émotions, échange de sensations et, de manière plus pragmatique, échange de bactéries. Mais nous reviendrons sur ces dernières plus tard. À l'âge du jeune adulte, d'autres lèvres vont éventuellement faire leur apparition dans la démonstration du désir et la recherche de plaisir, mais la bouche va conserver une certaine place. Dans le baiser toujours, qui ne va cependant plus se focaliser sur la seule bouche pour stimuler des parties du corps de l'autre, particulièrement les zones érogènes comme la nuque, les seins, les oreilles, les cuisses, etc., mais aussi dans les rapports appelés bucco-génitaux comme l'anulingus, le cunnilingus, la fellation. Tout un vocabulaire va joindre la bouche et le sexe en empruntant le champ lexical de l'alimentation et de la gourmandise. Que ce soit mignon comme des lèvres à croquer, glouton comme je vais te dévorer, grossier comme te bouffer ou très imagé comme la tarte aux poils ou la sucette. La chanson de Colette Renard est un bon exemple de cette richesse du vocabulaire. Oui, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon. Et la bouche continue d'être utilisée dans la dimension érotique et sensuelle pour baiser, mordiller, lécher, croquer, sucer, dévorer, goûter, bref, pour mettre l'eau à la bouche. Jusqu'en 1952, le sexe oral était considéré comme une pratique déviante dans le Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders, plus connu sous le nom de DSM, l'ouvrage de référence des classifications des pathologies psychiatriques. Avec les années 60 et 70, période de libération sexuelle en Occident, les pratiques visant le plaisir et non uniquement la reproduction se sont répandues. Elles ont pris place dans les discussions, dans la culture populaire, comme sous la plume d'Anaïs Nin ou d'Henri Miller, comme dans les essais chez Simone de Beauvoir, William Reich ou Herbert Marcuse, puis dans le cinéma, en premier lieu pornographique, qui a pignon sur rue dans les années 70. Nous reviendrons là-dessus plus tard. Le cinéma conventionnel donne lui aussi de la place au sexe, et notamment orogénitaux, avec l'Empire des Sens au Japon, Je suis curieuse en Suède, où la révolution sexuelle a été précoce et a débuté dans les années 50, Le diable au corps de Bellocchio, d'après le roman de Radiguet, avec une fellation, puis plus récemment, beaucoup de cunnilingus, avec Romance, Short Bus, Ken Park, et des cinéastes qui en ont fait leur marque de fabrique. Le grand Pedro Almodóvar, les frères Larieux ou le sulfureux Abdelatif Kechiche avec La vie d'Adèle, puis Mektoub My Love Intermezzo et son cunnilingus de 15 minutes qui concurrence directement la fellation in extenso de Chloé Sevigny, vécue et filmée par Vincent Gallo. L'anulingus, quant à lui, est plutôt délaissé, tout en bas des marches des festivals et des salles de ciné. Malgré tout cela, la bouche n'est parfois pas considérée, dans l'imaginaire populaire, comme un organe sexuel, ce que l'on constate dans la célèbre phrase déplacée « Et sucer, c'est tromper ?» Sucer, c'est tromper. Ainsi, le sexe oral est souvent considéré comme plus safe, plus sécurisé vis-à-vis de certaines pathologies. C'est une des raisons qui fait que l'épidémie de sida dans les années 80 a entraîné une diminution de la fréquence de rapports génitaux au profit de rapports orogénitaux,
Cela avant l'observance généralisée du port du préservatif, puis l'apparition des moyens de prévention efficaces. Pourtant, le sexe oral est l'occasion de se retrouver confronté à de nombreux fluides. Salive, sperme, sécrétion vaginale, menstruation, liquide séminal, etc. Autant de moyens de transport pour d'éventuels pathogènes. Car oui, les rapports orogénitaux sont l'occasion d'offrir ou de recevoir des infections sexuellement transmissibles ou IST. Dans une bouche saine, le risque est très faible pour le VIH, nul pour les trichomonas, mais élevé pour l'herpès, l'hépatite B, la syphilis, les gonocoques, les chlamydiés. Les risques de transmission sont d'autant plus élevés dans une bouche abîmée ou présentant des plaies. J'en profite pour vous rappeler qu'une personne infectée par le VIH, à partir du moment où elle bénéficie d'un traitement efficace, ne peut pas transmettre le virus. Tous les rapports sexuels sont alors permis, anal comme orogénital. Certaines IST se transmettent par la bouche, comme la mononucléose infectieuse dont vous avez certainement entendu parler comme maladie du baiser. Cette maladie, qui touche souvent les adolescents, est due à un virus de la famille des herpès, le virus Epstein-Barr. Elle se transmet lors d'un échange de salive, c'est-à-dire lors d'un baiser, d'une pelle, d'un patin. Tout ça pour vous dire que les organes génitaux ne sont pas toujours nécessaires pour partager une IST. Nous allons nous arrêter 2 secondes sur une IST sur laquelle nous entendons tout et n'importe quoi, et dont les conséquences sur la sphère orale peuvent peser lourdement. Dans plusieurs articles de journaux ces dernières années, nous avons pu lire que les fellations étaient responsables de cancers de la sphère orale. La cause ? Un papillomavirus, HPV. Ce raccourci que nous avons pu lire n'a pas de sens. Si des études fiables soulignent qu'au minimum 20% des cancers oraux sont liés au papillomavirus et pourraient être évités, certaines phrases de ces études disant que la contamination par ce virus est en relation avec le comportement sexuel ont été mal interprétés, volontairement ou non. En effet, des rapports non protégés peuvent contaminer au HPV, mais il n'est pas nécessaire que ces rapports soient orogénitaux. Il n'est même pas prouvé qu'une transmission orogénitale soit possible. En revanche, il est possible de se protéger de ce virus par un vaccin qui a fait preuve de son efficacité, que l'on soit un homme ou une femme, et ainsi réduire les risques de cancer oral. Il n'y a donc pas lieu de s'affoler ou de se priver de sexe à cause d'un papillomavirus, mais simplement se faire tous vacciner le plus tôt possible, dès l'âge de 11 ans, pour les filles comme pour les garçons. Alors, si les Français pratiquent couramment le sexe oral, 89% des hommes et 85% des femmes, mais que celui-ci n'est pas totalement safe, comment s'en protéger ? Lors d'une fellation, par exemple, du sperme est susceptible de venir en bouche, augmentant le risque de contamination. Il est donc conseillé de ne pas garder le sperme en bouche. Si l'on souhaite se rincer la bouche, il est préférable de le faire avec de l'eau et d'éviter tout bain de bouche du fait de leur teneur en alcool. Mais attention, cet exemple de la fellation et de l'exposition à des fluides vaut aussi pour les cunnilingus ou les anilingus. Tout comme il ne faut pas oublier qu'un pénis peut libérer du liquide séminal avant l'éjaculation. Il est possible d'utiliser des moyens de protection, dont l'un que je suis particulièrement ravi de vous présenter, vous allez comprendre pourquoi. Le préservatif, pas de surprise jusque-là, et la digue dentaire. Le préservatif, vous connaissez tous et c'est une bonne chose, mais la digue dentaire vous semble peut-être plus obscure. Ce que l'on appelle digue dentaire est un carré de latex originellement, utilisé pour isoler une ou plusieurs dents lors de soins afin de les protéger d'une contamination par la salive. Ça existe depuis le 19e siècle, mais c'est utilisé couramment par les dentistes que depuis quelques dizaines d'années. Dans les années 80, les milieux lesbiens et gays ont trouvé chez les dentistes ce moyen de se protéger lors des cunis et anilingus. Placer ce carré de latex sur la vulve et l'anus et en le maintenant pendant le rapport permet d'éviter le contact direct entre la bouche et l'organe de l'autre. Si les digues dentaires ne sont pas faciles à trouver quand on n'est pas dentiste, ce qui concerne une large partie de la population, le système D est votre ami. La découpe d'un carré de 15 cm par 15 cm dans un préservatif pourra faire l'affaire. Mais les bactéries ne sont pas les seuls problèmes auxquels peut se confronter le sexe oral. La littérature nous offre quelques descriptions de lésions liées à l'acte lui-même. Lors de gamahuchage effréné, il est possible de se léser le frein de la langue, le ligament qui la retient à la base, à force de frottement contre les incisives du bas. C'est ce que l'on appelle aussi le syndrome du cunnilingus. Ce n'est pas grave, ça cicatrise, mais ça peut surprendre. Avant de décrire un autre problème lié à l'acte, je vais vous parler d'une actrice qui est devenue célèbre du jour au lendemain. En 1972, sortait sur les écrans Deep Throat ou Gorge profonde en français. Film très important pour les États-Unis de cette époque, à la recherche de liberté et de contre-culture. Dans le scénario de ce film pornographique à grand succès, le personnage principal, joué par Linda Lovelace, apprend que si elle n'a pas d'orgasme lors de rapports sexuels, c'est à cause de sa particularité anatomique, son clitoris est situé au fond de sa gorge.
Ce synopsis est parti de la capacité de Linda Lovelace à pratiquer des fellations en amenant le pénis de son partenaire jusque dans son oropharynx ou jusqu'à la garde selon l'endroit d'où vous observez. Cette pratique était connue de la population gay mais peu chez les hétérosexuels. Ce film est devenu à l'époque un véritable phénomène de société. Beaucoup de monde l'a vu dans un cinéma, par curiosité, par mimétisme ou par plaisir. Cette pratique est devenue de plus en plus courante jusqu'à aujourd'hui retrouver dans les moteurs de recherche de sites pornographiques des catégories deep throat ou gagging pour parler du réflexe nauséeux que peut déclencher ces pratiques. Alors pourquoi je vous parle de tout cela? Tout simplement parce qu'il est de plus en plus fréquent de retrouver des hématomes du palais, en haut au fond de la bouche, causés par des fellations profondes, parfois forcées et violentes. Ces lésions sont décrites dans la littérature depuis déjà un certain temps, chez des hommes et dans les maisons closes. Quelques auteurs les ont liés à un phénomène d'aspiration sur des fellations vigoureuses et prolongées, mais la majorité parle plus aisément d'hématomes liés au contact éventuellement violent du gland sur le palais. La célébrité de Linda Lovelace aura été moins grande et moins importante que Deep Throat. Ce nom deviendra celui de l'informateur à l'origine du scandale du Watergate, avant que Linda ne reprenne son nom de jeune fille, Borman, pour devenir une militante anti-pornographie assidue et une critique du mythe du masochisme féminin. Il est incontestable que la bouche est un organe sexuel, même s'il est bien plus que ça encore. Dans cette fonction, il est primordial que la bouche soit propre et saine, que ce soit pour l'hygiène, le confort, mais aussi pour le rôle pouvant être joué dans la transmission d'IST. Cependant, il est déconseillé de se laver les dents juste avant un rapport sexuel, cela afin d'éviter de créer des microplaies de la gencive, source potentielle de contamination. Même si cela peut sembler contraignant et inhabituel, il est recommandé de se servir de protection aussi pour les rapports orogénitaux, préservatifs ou digues dentaires. Enfin, la muqueuse de la bouche est un organe sensible. Au-delà du consentement indispensable à tout acte sexuel, pensez à respecter le corps de votre ou vos partenaires. Prenez soin de vous, respectez-vous, abonnez-vous et posez toutes les questions que vous voulez. Je tâcherai de répondre à tous. Passez une bonne soirée. Salut! Michael Rennie was there the day the earth stood still, but he told us where we stand, and Flash Gordon was there.